les bienvenus dans Lady vous écoute. Je suis ravie, moi, et cela doit se voir, de recevoir aujourd'hui sur le plateau deux dames pour parler de la question des femmes porteuses de handicap. Aujourd'hui, donc, notre sujet s'intitule Réponse initiative femmes handicapées, en réalité qui n'est autre que le nom de l'association dont la présidente nous a fait la gentillesse de venir nous voir. Je m'en vais vous la présenter à ma gauche. Bonjour, Regina Oubanatou. Bonjour. Merci d'être venue nous voir. Je dis que vous êtes la présidente de l'association RIFH, mais surtout vous êtes l'auteur de La petite fille qui dansait dans sa tête, un ouvrage dont on va découvrir la première de couverture à l'écran. La petite fille qui dansait dans sa tête aux éditions L'Archipel, paru donc en 2010. Et excusez du peu, la préface n'est d'autre que de Monsieur Bernard Kouchner en personne. Merci d'avoir accepté de venir nous parler du contenu de ce livre, de l'association dont vous êtes la présidente. Et vous avez souhaité partager cette discussion avec nous sur le plateau, avec votre invitée que nous avons le plaisir de recevoir, Madame Adèle Moulobi. Bonjour, Madame. Bonjour, Lydie. Merci d'être venue vous joindre à nous. Vous êtes commerciale, mais vous êtes aussi membre d'une toute autre association qui s'intitule Bitoba Bonanjo Franci. Très bien, une association que nous aurons l'occasion de recevoir dans une prochaine édition. Je vous rappelle que vous qui nous regardez, vous pouvez participer à notre émission qui est en direct. Ceci grâce aux numéros de téléphone qui vont défiler sur le bas de votre écran. Alors, la petite fille qui dansait dans sa tête, de quoi cela parle-t-il? Alors, c'est une petite fille qui est née au Biafra. Donc, pour les jeunes téléspectateurs qui ne connaissent pas le Biafra, c'était une province dans l'est du Nigeria qui avait réclamé son indépendance et à partir duquel il y a eu une guerre civile de sécession et une énorme famine entre 67 et 1970. Donc je fais partie de ce peuple qui a été, on va dire, malmené, avec un génocide aussi, mais j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir être évacuée au moment des événements du Biafra vers le Gabon pour être soignée. Parce que on a découvert, mais après coup, que j'avais des séquelles de polio, ce qui n'était pas évident au début, puisque tous les enfants qui traînaient dans la rue ou qui étaient au bord de la route étaient victimes avant tout de famine. Voilà. Et donc, je pars au Gabon dans des conditions d'urgence pour rejoindre les camps qui étaient mis en place par des organisations humanitaires telles que Caritas. Et pendant 1 an et demi, je vais rester dans ce camp. Je serai la seule enfant handicapée et je vais bénéficier évidemment de soins et de privilèges. Voilà. Donc, mais le suspense est qu'on ne sait pas d'où je viens, puisque j'arrive sans identité, avec les événements qui ont causé effectivement des pertes en termes de papiers administratifs et autres. Et à la fin de la guerre, dans l'urgence, on préfère que je sois envoyée en France. Donc j'arrive en France en 1970. Donc ça fait 40 ans maintenant. 40 ans. Bientôt 40 ans. Je vais vous proposer de ne pas dévoiler la fin du film. Ceci pour donner l'envie à nos amis téléspectateurs de faire acquisition de cet ouvrage, La petite fille qui dansait dans sa tête. Un ouvrage donc autobiographique qui parle de vous, de cette histoire de la guerre du Biafra et aussi de la question du handicap. Exactement. Alors, je vous donne la parole à vous, Adèle Moulobi. Vous connaissez Regina depuis un certain nombre de temps et vous connaissez aussi, à travers l'association qui est la sienne, ce qu'elle propose au public, au grand public, j'ai envie de dire, tant pour les personnes porteuses de handicap que pour les personnes qui n'en sont pas porteuses. Tout à fait. Donc, effectivement, j'ai eu la chance de connaître Regina par hasard. Et puis, très rapidement, nous avons sympathisé et j'ai découvert une femme très riche. Et elle propose, j'ai envie de dire, une nouvelle approche du handicap, c'est-à-dire la femme qui ne se laisse pas compter. Elle mène sa vie, elle vit sa vie, c'est-à-dire elle n'est pas spectateur de sa vie. Elle est elle-même actrice de sa vie et c'est quelque chose qui, dès la première seconde que j'ai rencontré Regina, qui m'a frappée et que j'ai beaucoup aimé. Donc nous nous sommes rencontrés, elle m'a aidé à monter un projet qui a été subventionné, beaucoup grâce à elle aussi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu Regina et le début de la petite fille qui dansait dans sa tête. Donc j'étais au début,
J'ai même envie de dire que j'étais carrément au début de la réflexion. Elle m'a fait part de cette première réflexion et qui a donné le livre aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on en revienne à une actualité. En date du 27 mars dernier à Paris, donc c'était samedi, une manifestation en faveur des personnes porteuses de handicap. Avez-vous participé à cette manifestation, Regina? Malheureusement, je n'ai pas pu y être parce que j'étais prise par d'autres engagements. Mais effectivement, j'ai beaucoup suivi l'affaire puisque cette manifestation, ni pauvre ni soumis, organisée par l'association Les Paralysés de France. Alors évidemment, cette manifestation, c'était pour revendiquer des droits, notamment d'accessibilité, de droits aussi en termes de compensation handicap par rapport à la loi du 11 février 2005. J'ai moi-même écrit une lettre à M. Sarkozy dans le cadre de la promotion, au départ de mon livre, enfin du lancement du livre, pour lui faire part qu'effectivement, l'État français ne tient pas ses engagements pris en faveur des personnes handicapées et du monde associatif en général. Et il est regrettable que pour les questions d'autonomie, on puisse encore faire des manifestations comme ça à l'aune du troisième millénaire pour réclamer, quémander. Moi, je trouve ça insupportable de voir qu'effectivement, on ne pense pas le handicap dans une démarche positive, dans une démarche de potentiel, de progrès, plutôt que de le voir effectivement comme un coût, comme des contraintes. Et on s'en rend compte vraiment par rapport à cette loi de 2005 qui oblige, par exemple, les employeurs à atteindre un quota. Parce que là, on parle bien de quota, de 6%. Je ne suis pas spécialement pour le système de quotas, mais on a encore du mal à considérer des personnes porteuses de handicap, visibles ou non, parce que ce n'est pas forcément les handicaps visibles voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 12% de la population française qui porte un handicap, qui peut être de différentes natures. Et en fait, c'est très difficile de penser qu'un pays comme la France, avec des droits, la terre des solidarités, on va dire, parce que moi, je le dois aussi par rapport à mon histoire d'avoir été accueillie par la France il y a 40 ans. Et je trouve que c'est très regrettable qu'on revienne toujours sur ces questions de droits, d'aide financière, etc. Il faudrait vraiment que l'État prenne la mesure pour aider toutes les personnes en situation de handicap. Alors, je voudrais, plus loin de nous, j'ai envie de dire sur le continent, le site africanticket.org nous indique en 2007 qu'il y a 60 millions de personnes porteuses de handicap en Afrique, dont des enfants et des femmes, malheureusement, sachant que les enfants et les femmes constituent une catégorie encore plus vulnérable et parfois fortement discriminée. J'ai envie de faire appel à vous, Adel Moulobi, pour vous demander de votre point de vue, la connaissance que vous avez du handicap en Afrique, notamment du point de vue des femmes. Alors, si c'est le handicap en Afrique, j'ai envie de dire le handicap en Afrique est divers. À savoir, on a également, parce qu'il y a le handicap dont qui se voit. Regina est en train de parler, qui est visible. Oui. Nous avons effectivement le handicap qui est invisible, à savoir le handicap est culturel. Le handicap peut être social. C'est tout un ensemble, le handicap. Il ne faut pas le dissocier et penser que les handicaps qui ne sont pas visibles n'en sont pas et n'ont pas le droit d'être pris en considération. En Afrique, l'un des gros handicaps des femmes, c'est déjà l'absence d'autonomie. Au-delà du handicap physique, il y a l'absence d'autonomie, à savoir financière. Nous savons très bien que beaucoup de gens savent qu'en Afrique, une femme ne laissera, entre guillemets, ne laissera jamais mourir sa famille de faim. Donc, une femme qui a accès à une autonomie financière, j'ai envie de dire, libère en quelque sorte toute la famille et donne une autonomie à toute sa famille. Donc le handicap en Afrique, je ne l'ai pas approché au-delà de, j'ai envie de dire, du cercle familial et puis des personnes autour de moi. Je ne l'ai pas étudié. Mais le handicap en Afrique est visible également du côté culturel et social. Je voudrais vous demander une question certainement que se posent nos amis téléspectateurs. Le prix d'un fauteuil roulant basique, par exemple, en avez-vous connaissance à titre indicatif? En fait, le prix, enfin je veux dire minimum, où la personne, c'est pas trop lourd, où il est malléable et on peut le plier, etc.
on va dire c'est autour de 2 000 € quand même. Donc il faut savoir que c'est quand même excessivement cher, puisque plus qu'on baisse dans le prix, plus que c'est des modèles sécu, c'est-à-dire voilà, où c'est super lourd, enfin les fauteuils d'hôpitaux, hein, si on peut dire. Donc en gros, pour quelqu'un qui ne travaille pas, qui est en situation de handicap, rencontre des obstacles financiers 2 fois plus énormes que quelqu'un qui travaille, puisque c'est tous les à côté qui sont liés au handicap qui ne sont pas forcément pris en charge par la Sécu, parce qu'il faut le savoir, on a l'impression qu'on est des assistés, mais non. Beaucoup d'aides, beaucoup de choses ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on pourrait revenir, parce que tout ce qui est prothèse, fauteuil roulant, tu as des forfaits Sécu. Donc évidemment, ça suppose des demandes financières énormes pour des publics qui ne travaillent pas. Et même quand elles travaillent, ce n'est pas forcément aisé, parce que des fois, les mutuelles ne couvrent pas ou autre, quoi. Là, dans les pays où il y a des mutuelles, j'ai envie... Alors, vous nous avez dit que vous avez adressé un courrier au président Sarkozy. Vous nous direz tout à l'heure s'il vous a répondu. Mais alors, de façon plus près de vous, avez-vous le sentiment, Régina, que en comparaison avec des femmes en situation de handicap de par le monde, notamment en Afrique, pour parler de la cible qui nous concerne, femmes et africaines, femmes et noires, avez-vous le sentiment quand même d'être privilégiée malgré tout? Ah oui, moi j'ai le sentiment qu'on est même beaucoup plus privilégiées que les femmes africaines. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'associations de femmes handicapées en Afrique, notamment j'en connais une qui est au Ghana, qui se battent avec rien et qui font des choses extraordinaires. L'association, c'est représenté par la Fédération des aveugles du Ghana, et je pense que Grace, si elle m'entend, elle saura que je partage complètement son combat. Mais il y en a d'autres. Hein. Je pense dans beaucoup de pays. Moi, quand j'avais été aux États-Unis pour des échanges internationaux, en 80, voilà, j'avais rencontré des femmes de Tanzanie, de Malawi, du Kenya. Enfin, j'ai été absolument surprise déjà, donc il y a plus de 10 ans, de toutes ces associations, ces myriades d'associations qui étaient mises en place et qui fonctionnaient bien. Parce que finalement, on se rend compte qu'il faut d'abord compter sur soi-même avant de compter sur les autres. Et que des fois, moi je prends des associations africaines, elles avaient déplacé des montagnes avec rien. C'est-à-dire qu'elles se battaient sur tous les fronts parce qu'elles n'avaient rien, elles n'avaient que leur dynamisme et leur volonté. Et c'est ça qui est important. Notre thème aujourd'hui, c'est Réponse Initiative Femmes Handicapées. Je le disais précédemment, c'est aussi l'intitulé de l'association dont Régina Oubanatou, qui nous rend visite, est présidente. Elle est aussi donc auteure du livre La petite fille qui dansait dans sa tête aux éditions L'Archipel, avec encore une fois la préface du ministre Bernard Kouchner. Vous nous direz tout à l'heure comment il se trouve que c'est lui qui en fait la préface. Je voudrais, quant à vous, Adèle, vous donner la parole sur la question de la situation des femmes au sens large. Vous avez à juste titre décrit le fait que les femmes, avec ou sans moyens, ma foi, il faut faire face. Il faut attacher le pagne et se jeter dans la mêlée. Que l'on soit porteuse de handicap, que l'on ne soit pas porteuse de handicap, qu'on ait les moyens ou qu'on n'ait pas les ressources, il faut de toute façon apporter une solution. Est-ce que vous pensez que nos sociétés, alors pas de stigmatisation lorsque vous nous appelez, ce n'est qu'une question, est-ce que vous pensez que nos sociétés prennent en compte la situation des femmes porteuses de handicap en disant franchement, il ne faut pas trop attendre de ces dames-là? Alors, j'espère que je ne vais pas le faire. Je voudrais éviter une levée de bouclier. En fait, si on regarde le problème de la femme porteuse de handicap, j'ai envie de dire qu'elle est universelle. Les problèmes qu'une femme porteuse de handicap, visible ou non, peuvent être exactement les mêmes, aussi bien ici, sur le territoire français, qu'en Afrique, que dans les Caraïbes, partout. Pourquoi? Parce que, déjà d'office, la femme est un handicap pour la société. Il faut toujours qu'une femme en fasse plus que les hommes pour arriver à se faire respecter, à se rendre visible. Donc, quand une femme a malheureusement, en plus, le malheur d'être handicapée, elle a encore plus de difficultés. Et c'est pour ça que j'ai envie de... Et j'ai toujours admiré Régina, qui est l'auteur du livre dont on parle aujourd'hui. C'est ce combat qu'elle a toujours eu, de sortir j'ai envie de dire, des cases préfaites pour où on range les personnes selon les handicaps, comme si elles n'étaient plus capables de réflexion, comme si elles n'étaient plus capables, elles n'avaient pas autre chose que leur handicap à vendre. Elles sont intelligentes, elles peuvent, quand on leur en donne les moyens, monter et puis être complètement aussi autonomes. Régina vient de parler du prix d'un fauteuil roulant. Effectivement, à 2 000 €,
tout de suite, on est déjà en train d'éliminer une bonne partie de la population. On nous laisse toujours dans comment je dirais ça? On nous laisse toujours dans la position de handicapé, la position de demandeur. On est toujours en train de demander, enfin, une femme est toujours en train de demander, le handicapé ou non. J'ai envie de dire, là, je suis restée généraliste. De toute façon, la femme, on nous positionne toujours, je ne suis pas féministe particulièrement, mais c'est juste un constat. Quoique, on peut se soigner, entendez, là, on ne l'est pas. Tout à fait. Alors, vous avez dit tout à l'heure que Regina vous a accompagné dans la mise en place de l'association au sein de laquelle vous êtes. Ceci pour dire qu'une personne porteuse de handicap peut non seulement, et Regina en est un exemple, se prendre en charge, mais accompagner des personnes. Et c'est peut-être une approche inattendue. Exactement. Et je voulais vous demander, alors parce que je sais que Regina a fait état dans une interview en radio sur l'approche de la compassion. Vous qui avez cette relation de longue durée avec Regina, quels conseils sauriez-vous donner aux téléspectateurs? Parce que quelquefois, il y a cette maladresse qui fait que quand on est avec une personne en situation de handicap, on ne sait pas très bien comment se comporter. Est-ce qu'il faut se monter prévenant? Est-ce que cette prévenance est de trop ou mal vécue? Que sauriez-vous dire, vous, de cela par expérience? Moi, je dirais tout simplement avoir une prévenance naturelle. Ne pas surfaire. À partir du moment qu'avec une personne, entre guillemets, dite normale, parce que je rappelle quand même en passant qu'au-delà du handicap, les handicapés, ce sont des personnes, tout ce qu'il y a de normal. Donc, si on dépasse le cadre du handicap, j'ai envie de dire, il ne faut pas leur parler comme si c'était des enfants arriérés, attardés, qui ont... Non, on peut leur donner un coup de main quand ils nous le demandent, ce qui est tout à fait naturel. On tend la main aussi bien à une personne qui n'a pas de handicap. Oui. Je ne vois pas pourquoi, quand on tend la main à une personne handicapée, on doit être complètement obséquieux. Non, ça devient blessant. Moi, Regina m'a tendu la main pour obtenir la subvention pour notre association. Et vous voyez donc, la réciproque est tout à fait possible. Et elle n'avait pas du tout une attitude déférente à mon égard. Quoique. Alors, bon. Vous avez donc conçu cette association. Vous veniez de l'indiquer au lendemain de votre retour des États-Unis, une rencontre internationale. Vous avez vu des femmes en situation de handicap se prendre en charge et se constituer en réseau. Et à l'issue de cela, en 1996, donc, vous fondez votre association. Je voudrais vous demander de nous parler de l'objectif qui concerne surtout les femmes et notamment les femmes migrantes. Alors, en fait, l'objectif, c'est d'abord permettre aux femmes de les soutenir dans leurs initiatives. Donc, ça veut dire partir du fait qu'elles ont un projet ou qu'elles sont en demande, de mobilisation intérieure, peu importe le handicap, visible ou non, encore une fois, parce que, par exemple, dans notre association, on a des femmes qui ont eu des cancers, qui se considèrent à un moment de leur vie handicapées par rapport au regard que porte la société. Donc voilà, et qui ont quelque chose à dire et qui ont besoin d'être entre elles parce qu'il y a cet effet, ce qu'on appelle d'émulation, l'entraide entre pairs, ou entre sœurs si on veut dire, et qui fait que on peut parler parce que en face de nous, on a des personnes qui ont une écoute, mais qui ont surtout un vécu similaire. Oui. Et donc, de fait de ce vécu, il y a un échange possible et il y a le sentiment qu'on peut peut-être dépasser nos handicaps parce qu'il y a une force qui émerge donc de cet échange. Et donc, évidemment, moi, quand j'ai vu toutes ces femmes africaines aux États-Unis se prendre en main et qui n'ont attendu de l'aide de personne, et surtout pas de l'État, d'accord? Puisqu'en fait, on est là en train de se poser que fait l'État. Non, aidez-vous vous-même, aidons-nous nous-mêmes, déjà, prenons-nous en charge et voyons après ce que l'État ou les structures peuvent nous apporter en complément. Mais je pense qu'il faut partir de son potentiel, de ses capacités pour pouvoir se dépasser. Je vous rappelle que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran pour nous partager avec nous l'expérience qui est la vôtre, soit du handicap ou de la discrimination, malheureusement, que cela peut induire, et c'est peut-être là le problème. Vous luttez contre cette discrimination et vous avez fait état dans les objectifs de votre association du fait que le handicap et le fait d'être femme issue de l'immigration dans un pays européen est un cumul de handicap. En fait, c'est un cumul pour certaines personnes, on va dire, de discrimination. Moi, je vois ça comme une chance, comme une possibilité de faire réfléchir les gens sur leur parcours aussi. Et personnellement, moi, j'ai jamais vécu le fait d'être noire, femme, handicapée comme des obstacles.
Par contre, je me bats pour les gens qui le ressentent comme ça. Parce qu'il faut... Je ne suis pas là en train de prôner la fierté. Mais ce qu'il y a, c'est que on a tous des handicaps. Hein, et l'idée, c'est quand même d'en faire des forces. Hein. Et bien au contraire, je pense que mon parcours personnel avec mes handicaps, comme j'aime le dire, hein, m'ont permis d'aller toujours chercher plus en avant et de me dépasser et surtout de ne pas baisser les bras devant des personnes qui estimaient que je n'avais pas le droit de vivre, d'avoir la parole, d'avoir sa place dans la société, tout simplement. Donc la discrimination, oui, il faut la combattre à tous les niveaux, mais je pense qu'il faut surtout penser diversité. Qu'est-ce qu'on apporte comme moyen pour lutter contre ces formes de discrimination directe ou indirecte, on sait, mais qu'est-ce qu'on apporte en tant que richesse hein, par rapport à notre parcours, par rapport à notre parcours qui peut être atypique, par rapport aussi à nos origines, parce que je pense que c'est essentiel de bien savoir d'où on vient et puis de comprendre un peu la richesse qu'on a eue par ses origines. Et puis quand on a un handicap, alors là, c'est encore une bataille de plus, mais je pense qu'on est armé hein, quand on a plusieurs handicaps, on va dire, dès l'enfance, parce que justement, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Si vous êtes d'accord, je vous propose qu'ensemble nous découvrions une vidéo. C'est donc à Haïti, Port-au-Prince, en février 2010. Une femme justement porteuse de handicap après le séisme. Regardez, c'est une sélection de notre chargé de communication, Manuela Loco. Donc le premier lever est dur pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'ils sont déjà allongés depuis pas mal de jours. Donc en général, quand on les remet debout, le sang qui a l'habitude d'un corps allongé se retrouve subitement verticalisé. Donc souvent ça tourne, plus ils sont allongés, plus ça tourne. Et deuxièmement, tout le sang qui normalement se retrouve dans la tête descend et il descend dans le moignon entre autres. Donc ce moignon qui n'est pas cicatrisé prend beaucoup de sang en une fois et ça fait très mal. Bien. 1, 2, 3, hop. Ça tremble. Ça tremble. Qu'est-ce qui tremble? Le pied droit. Le pied droit? Oui. Il ne faut pas le mettre trop loin, vous allez tomber en arrière. Le docteur a lutté de ne pas couper le pied. Il m'a fait 3 opérations avant. Il n'avait pas de moyens. Et jusqu'à présent, l'infection reste. Parce que j'avais 2 jours après le pansement, ça avait toujours l'odeur. C'est pourquoi hier, je suis obligée de refaire le pansement. L'infection existe toujours dans la jambe. Il m'avait dit qu'il m'a amputé le pied, c'était juste pour sauver ma vie. Bon, j'ai envie de penser, mais maintenant il n'y a rien qui me reste. La maison s'est écrasée, tout s'est perdu. Bon, ça a déjà passé. Mais je me demandais avec quoi je vais recommencer ma vie. J'ai 5 enfants. 5 enfants. Oui, ils sont tous en vie. Je me demandais avec quoi je vais recommencer ma vie. Des images Internet, donc une sélection de Manuela Loco. Que cela suscite-t-il chez vous, Madame Lobi, ces images que vous venez de voir en Haïti? C'est douloureux de voir cette dame qui souffre et en même temps, c'est porteur d'espoir parce que elle ne me donne pas l'impression, je ne connais pas, j'ai pas vu ces images avant, donc je ne connais pas bien la suite. Elle ne me donne pas l'impression de quelqu'un qui va se résigner. Bon, sur le coup, elle dit « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Elle est dans l'instant présent. Mais quand on la regarde, elle ne me donne pas l'impression de quelqu'un qui va attendre... donc demain, elle aura une béquille pour se déplacer et qui attendra que les subventions tombent. Elle a signalé qu'elle avait 5 enfants. Et je pense que justement, la force des femmes, c'est ça. La force d'une femme, c'est de pouvoir toujours rebondir. On est comme des boxeurs, au début, on est sonné.
Ensuite, on reprend le souffle et je pense et j'espère et je souhaiterais beaucoup que cette personne s'en sorte parce que je pense tout simplement qu'elle le vaut bien. Elle a déjà réussi à échapper au séisme et là, elle a eu la chance d'avoir des humanitaires qui ont sauvé sa vie parce qu'elle a bien dit que le docteur l'a amputée pour sauver sa vie.